Nous sommes jeudi 11 février 2021. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Le collectif des avocats des partis civils Justice for Burundi déplore la poursuite des avocats défenseurs des droits de la personne humaine au Burundi suite à l'arrêt de la Cour suprême qui les a récemment condamnés à la prison à perpétuité. Pour ce collectif, ils sont pénalisés pour s'être engagés dans la défense des victimes de la répression de 2015. Et le personnel des sociétés Air Burundi et Sobugea devra signer de nouveaux contrats avec Burundi Airlines en tant que nouvel employeur, une situation qui inquiète l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et redonnant frontières, le Sénat américain se réunit ce jeudi pour la deuxième fois pour juger Donald Trump. Les sénateurs se penchent sur l'accusation contre l'ex-président d'avoir poussé ses partisans à envahir le Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Pas justice pour démarrer cette édition. Le collectif des avocats des partis civils Justice for Burundi s'insurge contre la condamnation d'une trentaine de personnalités à la prison à perpétuité. Ils sont accusés d'avoir trempé dans le coup d'État maranqué de 2015. Maître Bernard Menguin, membre de ce collectif, insiste sur le cas des avocats défenseurs des droits humains qui sont pénalisés pour s'être engagés dans la défense des victimes de la répression de 2015 et le dépôt de plainte pour les victimes auprès de la Cour pénale internationale de l'Haye. Suivez Maître Menguin. Il est important de pouvoir prendre une position au niveau juridique, au niveau des cours et tribunaux du Burundi, dans le respect des règles fondamentales du procès équitable. Cela signifie que des avocats puissent examiner les dossiers, cela signifie que les avocats puissent faire venir des témoins à la barre pour être entendus. Et donc, lorsque la Cour suprême prend une décision telle qu'elle l'a prise, elle-même sans respecter réellement les droits de la défense, je pense qu'on est dans des conditions qui posent problème au regard de l'état de droit. Sur le fond, nous le ressentons, nous, avocats, comme une sanction parce qu'ils étaient avocats. Un peu comme des journalistes peuvent se faire sanctionner parce qu'ils sont journalistes. Ces avocats ont eu du courage, ont fait valoir un certain nombre d'arguments, et puis tout à coup, ils se retrouvent traités de putschistes, alors que leur desiderata fondamental à tous ceux qui ont été condamnés, c'était surtout que des crimes contre l'humanité qui ont été commis au Burundi puissent être poursuivis. Et donc, la lecture de ce type d'arrêt, c'est un arrêt répression. C'est un arrêt qui vise à bâillonner l'exercice de la défense. Maître Bernard Menguin demande au président de la République du Burundi de suspendre définitivement les effets de cette décision illégale et d'entamer plutôt un dialogue inclusif avec toutes les parties en conflit en vue d'arriver à une vraie réconciliation. Encore une fois, Maître Menguin. Ce que nous, avocats de la défense, nous attendons, c'est au-delà des slogans et des paroles, l'effectivité d'action. Si on veut effectivement une vraie réconciliation au sein d'une communauté nationale, eh bien, il faut qu'à la fois, peut-être les opposants se mettent un peu plus à l'écoute de la position des dirigeants, mais il faut aussi que les dirigeants entendent ce qui s'est passé et entendent qu'il y a des choses inacceptables qui ont été commises. Et donc, aujourd'hui, nous attendons du chef de l'État burundais une prise en compte effective de cette réalité. Si ces parcours se font et qu'il y a un vrai dialogue, alors on va voir concrètement un peu plus de liberté de presse, un peu plus de facilité pour la défense de parler, et en tout cas que ces arrêts de la Cour suprême sont des arrêts répression soient mis à l'écart parce que eux bloquent toute possibilité d'avancement dans ce genre de dossier. Page droit de l'homme, à présent, Oscar Naïmana, militant du parti CNL et vice-président de la commission électorale communale indépendante à Kirundo,
a été enlevé le soir du 28 septembre 2020. Selon des sources sur place, il a été amené à bord d'une camionnette d'Abel Aïcha qui est chef des Imonela Kouré de Kirundo. Ceci ressort de l'enquête menée dans le cadre de la campagne d'Ondeza du Fokode. Pacifique Nina Hazoué, président du Fokode, dit que la famille est désespérée et demande une enquête approfondie. Suivez-le. Depuis ce soir-là, des messages ont circulé et sont même parvenus au gouverneur de Kirundo qui a, dans la fraîcheur des faits, avait indiqué que Oscar Nahimana se trouvait probablement dans les mains de la justice et qu'il allait être retrouvé. Malheureusement, jusqu'ici, Oscar Nahimana n'a jamais été retrouvé. Selon notre enquête, dans les semaines précédant sa disparition, Oscar Nahimana avait connu des difficultés dans ses fonctions de vice-président de la CECI Kirundo. Il avait refusé d'apposer sa signature sur plusieurs rapports de la CECI Kirundo et il aurait reçu des menaces. On nous a signifié qu'au moment de la préparation de ces rapports, chaque fois, il avait été presque détenu à son bureau et on lui amenait des documents déjà travaillés pour qu'il signe et lui, il aurait chaque fois refusé d'apporter sa signature. C'était quelqu'un qui se considérait comme menacé, qui se savait en danger avant sa disparition, comme il l'avait confié à ses amis. Ce qui est surprenant dans ce dossier, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans plusieurs autres dossiers de disparition forcée, c'est l'inaction et le silence des autorités policières ou de la justice et même administrative en province de Kirundo. C'est aussi le silence inacceptable et inconcevable de la CENI au niveau national. On ne comprend pas pourquoi cette commission n'a pas cherché la vérité sur la disparition de son agent en commune de Kirundo. Nous venons également d'apprendre que des Imbonera Kouré de la commune de Busoni, là où travaillait normalement Oscar Nahimana, se sont appropriés les biens d'Oscar Nahimana et ont commencé à vendre certains de ses biens. C'est toujours votre édition en langue française de la télévision Renaissance. La suite de ce journal dans un instant. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité. Le journal poursuit. Après la fusion de la société Air Burundi et la Sobgea, tout le patrimoine et le personnel de la Sobgea appartiennent depuis ce mardi 9 février à la nouvelle société Burundi Airlines. La décision a été prise lors d'une assemblée générale des actionnaires de la Sobgea, à savoir la Sokabu, Air Burundi et la Sabena. Pierre Claver Nizigimana, président du comité chargé de la fusion de l'Air Burundi et la Sobgea, indique que le personnel devra cependant signer de nouveaux contrats avec Burundi Airlines en tant que nouvel employeur. Suivez. La gestion de la société Sobgea va être gérée par la nouvelle société Burundi Airlines dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit le capital et les autres travaux que la Sobgea font vont être gérés par Burundi Airlines. Tout le personnel de la Sobgea vont être transférés dans cette nouvelle société dès aujourd'hui. C'est une nouvelle société qui a vu le jour la semaine passée. Elle est agréée depuis hier en date du 8 février. Donc, que ce soit les employés ou tous les biens ont été transférés dans Burundi Airlines. C'est-à-dire, le nouveau employeur est désormais Burundi Airlines.
Comme la loi le stipule, l'employé et l'employeur vont signer de nouveaux contrats. Donc, les personnels vont signer de nouveaux contrats dans Burundi Airlines. Les statuts dits Burundi Airlines sont déjà prêts, même si le procès-verbal n'a pas encore été validé par le conseil d'administration. S'ils valident les contrats qui ont été déjà préparés de cette nouvelle société, ils vont en discuter sur les lois qui vont être appliquées par l'employé et l'employeur d'une société. Donc, ceux qui vont être en discuter concernant ce nouveau contrat, ils vont en discuter entre l'employé et l'employé. Suite à cette nouvelle exigence de Burundi Airlines, Gabriel Fili, président de l'Organisation de la lutte contre les malversations économiques Olicom, indique qu'il y a des principes juridiques qui devraient être respectés pour qu'un employé signe un nouveau contrat. Pour lui, cette nouvelle société n'est pas en train d'être établie en suivant des principes de gestion connus. Gabriel Fili. Un travailleur qui vient de passer autant d'années, une trentaine d'années, en travaillant pour une société pour que l'employé signe un nouveau contrat, il y a quand même des principes juridiques qui doivent être respectés. Dans le cas de la Air Burundi et la Subgeya, nous ne pensons pas que ces principes sont respectés. C'est la raison pour laquelle l'Olicom ne croit pas à se dire, pour nous, cela n'a pas été fait d'une manière professionnelle. Tout est en fait, pour créer une société ou une nouvelle société, il y a vraiment des préalables. Le premier préalable, il faut qu'il y ait, comme je le disais tantôt, des études de rentabilité et de faisabilité. Deuxièmement, il devait y avoir un audit organisationnel et comptable. Une fois que ces études et ces audits réalisés, c'est cette base que des recommandations sont émises, que ce soit par rapport au passif, que ce soit par rapport à l'actif, que ce soit par rapport aussi au personnel. Mais comme ça a été fait d'une manière partisane, vous comprendrez que ça risque d'aboutir vraiment comme les autres sociétés burundaises ont été gérées. Pour nous, nous voyons vraiment que cette société n'est pas en train d'être établie, mettre en place en suivant des principes de gestion connus. Et avant de clore cette édition, pour la deuxième fois, le Sénat américain se réunit pour juger Donald Trump. Depuis mardi, les sénateurs se penchent sur l'accusation contre l'ex-président d'avoir poussé ses partisans à envahir le Capitole. C'était le 6 janvier. Ce jour-là, 5 personnes y ont trouvé la mort. Si Trump donc est reconnu coupable, il ne pourra plus se représenter comme candidat à la présidentielle. N'est-ce pas, Winnie Mounouzisa? Le Sénat américain est réuni depuis mardi pour juger Donald Trump pour incitation à l'insurrection. L'ex-président républicain est accusé d'avoir provoqué l'assaut mené contre le Capitole le 6 janvier. 5 personnes y ont trouvé la mort. C'était à la suite du refus de Trump de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Et ce jour-là, il a appelé ses partisans à marcher vers le Congrès. Selon les procureurs démocrates du procès, il s'est rendu coupable d'une trahison d'une ampleur historique. Les avocats du milliardaire contestent la légalité de cette procédure
procédure. Selon eux, le Sénat ne peut démettre de ses fonctions un président dont le mandat a expiré. Pour les procureurs démocrates, un échec à condamner Donald Trump encouragerait les futurs dirigeants à tenter de conserver le pouvoir par tous les moyens et suggérerait qu'il n'existe aucune limite qu'un président ne puisse dépasser. Et la Constitution est peu claire sur ce point. Mais l'objectif des démocrates est avant tout d'empêcher le milliardaire de revenir au pouvoir en le déclarant inéligible s'il est reconnu coupable. Un pari difficile à atteindre. Certes, certains des 50 sénateurs républicains pourraient voter avec les démocrates et pour l'instant, ils sont 6 à y être favorables. Il est toutefois peu probable qu'ils soient assez nombreux pour atteindre le seuil nécessaire de la majorité des 2/3, c'est-à-dire 67 sièges sur 100. Donald Trump pourrait donc devenir le seul président américain à avoir échappé à 2 procédures de destitution. Ce mercredi est le 3e jour d'une procédure que les 2 parties souhaitent être courte, mais qui va sans doute prendre encore quelques jours. Merci à Winnie Muruziza. C'est cet élément qui met un peu final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.